Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule, le cadre du cours SCT 4064. Aujourd'hui, on parle des enveloppes de la Terre, donc des différentes couches qui composent la Terre. Donc, vous voyez notre belle planète bleue. En fait, je vais commencer par distinguer les différentes couches importantes pour être capable de les traiter plus en détail un petit peu plus tard. Donc, la première couche, on parle de la lithosphère. C'est la couche de la Terre qui contient la croûte terrestre et la partie supérieure du manteau terrestre. Donc, vous savez que la Terre est composée de différentes couches à l'intérieur. Donc, c'est vraiment la partie sur laquelle on vit. Au niveau de l'hydrosphère, c'est la couche de la Terre qui comprend tout ce qui est l'eau, en fait. Donc, on peut parler des cours d'eau, des lacs, des mers, des océans et de la nappe phréatique. Finalement, au niveau de l'atmosphère, c'est ce qui concerne l'air qui enveloppe la Terre. Donc, c'est la couche qui contient tous les gaz qui englobent la planète. Donc, on va reprendre ces différentes couches un petit peu plus en détail. Au niveau de la lithosphère, donc qu'est-ce qui peut en fait contaminer notre lithosphère? Bien, il y a plusieurs secteurs qui peuvent les contaminer. On peut parler du secteur industriel, minier ou agricole. Et évidemment, les composantes vont être différentes. Donc, quand on parle du secteur industriel ou minier, on parle généralement des acides sulfuriques nitriques. Peut parler des hydrocarbures, donc quand il y a une fuite d'hydrocarbures à l'intérieur du sol. Vous pouvez penser par exemple à la tragédie du lac Mégantic où il y a eu un déversement de pétrole. Ça peut être une façon d'avoir une contamination du sol assez importante. On peut parler aussi des métaux lourds, donc tout ce qui concerne mercure, plomb, qui peuvent venir principalement des secteurs industriels. Et par la suite, des résidus industriels et miniers acides, donc c'est des résidus qui vont se retrouver à l'intérieur du sol. Qu'est-ce que ça crée, ce type de contaminant-là? Évidemment, ça peut créer une acidification des sols assez importante. On peut parler de la mort de micro-organismes qui peuvent être importants au niveau des différents cycles. On l'a vu plus tôt avec les cycles de l'azote, entre autres. On va le voir un peu plus tard aussi au niveau du cycle du phosphore. Donc, ça peut avoir une influence. Et aussi, évidemment, ça peut s'introduire à l'intérieur de la chaîne alimentaire, ce qui peut être très problématique. On va en parler un petit peu plus tard quand on va parler de la vie et donc de la biosphère. Au niveau du secteur agricole, eh bien, généralement, on peut penser aux herbicides, pesticides, aux engrais chimiques et aux fumiers qui peuvent être des polluants importants. Et donc, on peut aussi parler de la compaction des sols par la machinerie comme étant un problème au niveau de la lithosphère. En fait, ça en empêche l'eau et l'oxygène de rentrer dans les sols et donc ça peut nuire à la vie à l'intérieur des sols. On peut parler aussi de l'appauvrissement des sols, hein, quand on utilise toujours les mêmes plantes qu'on fait pousser aux mêmes endroits, eh bien je peux avoir une perte d'éléments nutritifs essentiels à la croissance de ces plantes-là et donc créer un problème au niveau de mes années futures, au niveau de la pousse de ces plantes-là. Et on peut aussi parler de l'ingestion des pesticides, herbicides et micro-organismes nuisibles, autant au niveau des animaux qu'à notre niveau aussi. Donc, vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu de l'E-coli dans la laitue romaine, par exemple. Donc, ça peut être aussi une contamination possible. Pour pallier à ça, certains sols vont avoir ce qu'on appelle une capacité tampon, ce qui peut être intéressant au niveau des sols. Donc, la capacité tampon, c'est quoi? C'est en fait un sol qui va avoir une tendance à contrôler les fluctuations de pH. Donc, si j'ai un déversement d'une substance acide ou d'une substance basique sur ces sols-là, on ne verra pas une très grande différence au niveau de la variation de pH. Ça peut être particulièrement important parce que cette faible variation-là peut permettre de sauver la vie des plantes et des micro-organismes et des animaux qui habitent au niveau de ce sol. Donc, ça assure une fertilité stable et une meilleure assimilation des éléments nutritifs pour les plantes d'avoir justement cette capacité tampon.
C'est important de traiter de deux autres secteurs qui peuvent être problématiques au niveau de la contamination des sols. On peut parler par exemple du secteur de la production d'énergie. Donc, vous pensez évidemment aux hydrocarbures parce qu'on avait parlé de la fuite d'hydrocarbures tantôt, mais on peut aussi penser aux réservoirs hydroélectriques. Donc, le fait d'inonder des territoires importants peut amener certains métaux à être en solution dans ces réservoirs-là et causer des problèmes au niveau de notre santé. On peut aussi parler du secteur militaire. Pourquoi? Ben, on pense évidemment à ce qui s'est passé à Shannon il y a quelques années, où il y avait eu une contamination de la nappe phréatique à cause de la base militaire et dans le fond, du lavage des appareils qui se faisait là-bas, qui avait contaminé la nappe phréatique. Mais on peut aussi penser à nos cousins français, où la présence de la réelle guerre à certains endroits ont contaminé les sols pendant une période très importante. Entre autres, je pense à la zone qui est située entre la Belgique et la France, qui est un sol encore contaminé de nos jours, dû aux guerres mondiales qui sont passées par là. Au niveau de l'hydrosphère, donc, je vais encore avoir les secteurs industriels et miniers qui peuvent causer des problèmes au niveau de la contamination et aussi, évidemment, le secteur agricole. Donc, au niveau des secteurs industriels et miniers, on parle plutôt des mêmes types de substances. Donc, on peut parler des acides sulfuriques, nitriques, on peut parler des hydrocarbures. Je peux encore avoir une fuite. Je peux penser, par exemple, au déversement qu'il y avait eu il y a quelques années dans le golfe du Mexique, où c'était une plateforme pétrolière dans le fond, c'est une plateforme qui servait à retirer le pétrole du sol, qui avait eu une fuite très importante et qui avait causé une marée noire dans la région. Ce n'est qu'un seul exemple, mais il y en a plusieurs. On peut aussi parler encore une fois de la tragédie du lac Mégantic, où il y avait les hydrocarbures, c'était par la suite retrouvé dans la rivière. On peut parler évidemment des métaux lourds. J'en ai parlé sommairement quand je parlais des inondations euh, des bassins hydroélectriques, des réservoirs hydroélectriques. Et on peut parler de résidus industriels et miniers acides. En fait, ce qui va arriver, c'est que ça va être l'eau qui va assimiler les éléments qui sont dans les sols pour les amener dans la nappe phréatique et éventuellement dans les rivières et dans les lacs. On parle donc de l'acidification des cours d'eau, mais aussi de l'acidification des océans, qui est un problème majeur parce que l'acidification des océans cause, par exemple, la destruction des récifs coralliens. On peut parler de marée noire, j'en ai parlé un petit peu tantôt, et du souillage des côtes. On peut parler de l'empoisonnement et de l'engluage de certains animaux marins. De la baisse du niveau d'oxygène dû au réchauffement des cours d'eau, ça aussi c'est important parce que ce baisse de niveau d'oxygène va créer des problèmes au niveau de la respiration des poissons et des différents organismes qui sont présents dans le cours d'eau. Et on peut parler aussi de l'introduction dans la chaîne alimentaire de ces éléments-là via les planctons et les poissons. Au niveau du secteur agricole, bien, on reprend encore le même type de substance qu'on avait tantôt. Et ce que ça va causer principalement, c'est l'eutrophisation des cours d'eau. En fait, tous les engrais et toutes les substances qui peuvent agir à titre d'engrais, même si ce n'est pas des engrais, je pense par exemple à des fosses septiques qui peuvent être défectueuses, vont aider à la prolifération d'algues à l'intérieur des lacs et cette prolifération-là va finir par tellement étouffer le lac en empêchant par exemple le soleil de rentrer en profondeur, donc les rayons solaires de rentrer en profondeur à l'intérieur des lacs, ce qui va créer une perte d'oxygène au milieu du lac et éventuellement va transformer le lac en marécage. Donc ça crée un vieillissement précoce des différents étendues d'eau stagnantes et donc créer des problèmes majeurs. Aussi, on peut parler des ingestions des pesticides, herbicides et micro-organismes nuisibles, évidemment à l'intérieur des cours d'eau également. Donc, évidemment, si on a une contamination, par exemple, de l'eau potable par le colis, ben, ça peut avoir des problèmes importants sur notre santé et sur la santé des micro-organismes et des organismes qui vivent dans ces cours d'eau.
Ce qu'il faut comprendre au niveau des différentes, dans le fond, de l'impact d'un déversement à l'intérieur d'un milieu, c'est le principe d'être en amont versus en aval. Donc, si on est en amont, montagne, donc si on est en amont, on est plus haut, donc l'eau ne s'écoule pas vers nous. Donc, ça va éviter que la contamination se rende vers nous. Par contre, si on est en aval, à ce moment-là, on va avoir une contamination qui peut causer des problèmes. C'est pour ça qu'on va parler de l'importance des bassins versants. Donc, les bassins versants étant l'ensemble des rivières qui vont se déverser dans un cours d'eau, parce que la contamination, par exemple, d'un élément, d'une usine, peut affecter une zone seulement et une zone très précise qu'on est capable par la suite de contrôler l'impact de ce déversement-là. La ligne que j'ai tracée est évidemment la ligne de partage du bassin versant. Donc, on peut s'attendre à ce que les rivières à l'extérieur de cette ligne de partage s'écoulent dans un autre bassin versant, donc s'écoulent à un autre endroit. Quand on a un déversement, donc je l'ai dit, qu'est-ce qu'il faut regarder? La première chose, il faut regarder le relief pour savoir si on est en amont ou en aval. On peut regarder aussi la géologie du terrain, donc le type de sol, le type de roche peut avoir une influence, ce qui veut dire que je peux avoir un déversement qui va se faire beaucoup plus lentement dans certains milieux et donc qui va nous donner beaucoup plus de temps pour réagir. Évidemment, le climat peut aussi avoir une influence. Si on s'entend que s'il y a une bonne couche de glace puis que l'eau est glacée, ça devient beaucoup plus facile de retirer la glace et donc de retirer un contaminant. On peut parler au niveau de la végétation aussi, donc la densité et la diversité. Je vais avoir une certaine végétation qui vont nous permettre de retirer certains contaminants à l'intérieur du milieu. Et évidemment, un sol où est-ce que j'ai plus de végétaux va avoir plus tendance à retenir son eau. Et en retenant son eau, eh bien, ça va dans le fond, réduire la vitesse du déversement, donc réduire la vitesse d'avancée de la substance nuisible. Et par la suite, évidemment, je peux parler des aménagements humains, donc tout ce qui est digues, canaux et marais asséchés. En fait, ces substances-là vont avoir ces aménagements-là plutôt vont avoir évidemment un impact important, et autant sur la vitesse du déversement que sur la façon de réagir par rapport à un déversement. Au niveau de l'atmosphère, on s'entend qu'on a encore le domaine industriel et surtout le secteur des transports qui vont avoir une grande influence sur la contamination de notre atmosphère. On peut parler aussi du secteur de production d'énergie et du secteur du chauffage, spécialement pour ceux qui chauffent au bois. Les particules, dans le fond, les différents contaminants qui vont être émis, on peut parler du SO2, du NOx, du O3, des métaux lourds, dis-je, des CFC et des particules fines. Donc, c'est ce qui va mener à différents types de contamination. Donc, par exemple, les SO2 et NOx vont avoir tendance à créer des pluies acides qui vont nous retomber dessus après et causer autant des acidifications de nos cours d'eau, mais aussi qui peut causer des problèmes au niveau de la dégradation de certains matériaux. On a le smog, donc qui peut causer des maladies pulmonaires. Donc ça, c'est dans le fond, une accumulation de gaz qui vont se faire en basse atmosphère dû à certains éléments météorologiques et évidemment à l'émission des différents gaz. Ça va surtout se faire dans les grandes villes à cause de ça. Et je peux parler aussi de l'amincissement de la couche d'ozone, généralement causé par les CFC. Pour comprendre comment va agir ces gaz-là, donc où vont aller les gaz issus d'un problème écologique où il y a eu un contaminant qui a contaminé notre atmosphère, il faut évidemment comprendre le principe des vents. Donc, il existe des vents dominants qui vont agir au niveau de notre planète. Et vous voyez un peu l'effet des vents ici. Donc, je vais avoir des vents qui vont descendre à partir du pôle vers le 60e parallèle. Évidemment, au niveau du pôle, je vais avoir une zone de haute pression. Pourquoi j'ai une zone de haute pression à cet endroit? Bien, on sait que l'air froid descend.
Donc, l'air froid va avoir tendance à s'écraser au sol et donc à augmenter la pression. C'est ce qui va me causer aussi une zone de basse pression au niveau du 60e parallèle parce que cet air froid-là va se réchauffer et donc va avoir tendance à remonter en atmosphère et donc vont créer un vide, entre guillemets, et une zone de basse pression. Au niveau de l'équateur, eh bien, l'air est très très chaud, donc elle va avoir tendance à s'élever dans les airs. Si elle s'élève dans les airs, je vais être dans une zone de basse pression. Et si je reviens au 30e parallèle, ben, l'air chaud s'étant refroidi en remontant vers le 30e parallèle, va avoir tendance à s'écraser au niveau du 30e parallèle et donc à créer une zone de haute pression. Tout ça, tous ces mouvements-là sont déviés. En fait, sont déviés par un effet qu'on appelle l'effet de Coriolis. C'est le principe selon lequel, si je m'assois, par exemple, dans une... vous vous souvenez, les vieux jeux quand on était jeune, des toupies. Donc, on s'assoyait dans le centre de la toupie et on faisait tourner la toupie et, dans le fond, ça tournait vite et on venait tout étourdi. Eh bien, si je suis situé dans le centre de la toupie et que je lance une balle vers le bord de la toupie, ma balle ne se dirigera pas en ligne droite. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Coriolis. Donc, l'effet Coriolis va faire dévier ces vents-là, ce qui fait que si vous remarquez, par exemple, à notre niveau, les vents proviennent du sud-ouest et vont se diriger vers le nord-est. Donc, c'est ce qui va créer le fait que les vents ne sont pas verticaux, mais bien obliques au niveau de notre planète. Au niveau des cellules, il existe les cellules polaires qui sont évidemment au pôle. C'est les cellules que vous voyez ici identifiées par les flèches. Les cellules de Halley qui se retrouvent au centre et les cellules de Ferrel qui se retrouvent en fait entre la cellule polaire et la cellule de Halley. Et finalement, j'ai les courants G. En fait, c'est des courants qui se situent en plus haute atmosphère et qui se situent vraiment au niveau du 30e et du 60e parallèle. Pourquoi ces vents-là sont importants? En fait, sont particulièrement importants dans ce qui concerne le transport aérien. Donc, on va utiliser ces courants G-là pour diminuer le temps pour, par exemple, partir de Montréal et se rendre à Paris. Donc, on va passer par les courants G pour aller plus vite. À notre niveau à nous, donc au niveau de l'Amérique du Nord, nos vents dominants, comme je l'ai dit plus tôt, viennent du sud-ouest, ce qui veut dire que nos vents vont provenir de la région de Toronto, Détroit, Chicago et compagnie. Et donc, les pluies acides qui nous tombent sur la tête, ben c'est de leur faute. Là, on peut paraître bien fin, mais en fait, nous, nos polluants qu'on va émettre en atmosphère vont retomber sur Terre-Neuve, fait qu'on n'est pas bien mieux. Il existe une dernière couche dont je ne vous ai pas parlé, en fait, qui est la biosphère. J'en ai parlé très très peu tantôt. C'est tout ce qui concerne la couche du vivant, donc végétaux, animaux et compagnie. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle le cycle du phosphore, qui est un cycle important parce que les phosphates et le phosphore sont évidemment très importants au niveau de notre végétation. Donc, au départ, je vais avoir un phosphore qui est présent dans la roche. Évidemment, c'est un cycle, donc je pourrais partir le cycle n'importe où. On va partir au niveau de la roche. Donc, j'ai mon phosphore qui est présent dans la roche et tout l'eau de ruissellement va amener ce phosphore-là à l'intérieur de ma croûte terrestre, de ma lithosphère. Donc, va déplacer le phosphore à l'intérieur de ma croûte terrestre et va permettre à mes végétaux d'absorber ce phosphore-là via leurs racines. Les végétaux vont utiliser donc tout ce phosphore-là et ces phosphates pour pousser, en fait. Et nous, comme on mange les végétaux, eh bien, on va aussi utiliser par consommation les phosphates qui sont situés à l'intérieur des végétaux. Évidemment, autant les végétaux que nous, on va mourir, ce qui est par décomposition, on va retourner tous ces phosphates-là au niveau du sol et ces phosphates-là vont se retrouver, encore une fois, par l'eau de ruissellement et compagnie, vont se retrouver à l'intérieur de nos lacs. Et finalement, je vais avoir des planctons qui vont causer la sédimentation de ce phosphate-là et vont retourner ce phosphate-là sous forme de phosphore à l'intérieur des roches. Pourquoi ce cycle-là est important? Eh bien, parce que c'est important de comprendre l'effet des phosphates que les phosphates peuvent avoir sur nos lacs et sur notre végétation.
Et comme on utilise beaucoup les phosphates au niveau des engrais chimiques, eh bien, c'est important de comprendre l'impact que peuvent avoir ces phosphates-là sur nos lacs et rivières. Donc, des impacts qui peuvent être relativement importants. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.